Il est 13h, vous êtes bien sur la chaîne qui rassemble. Bonjour et bienvenue dans votre journal. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a échangé hier à l'université Félix Houphouët-Boigny avec les fondateurs des universités privées et grandes écoles de Côte d'Ivoire. Ils ont évoqué l'homologation des diplômes délivrés dans ces établissements et le quota des nouveaux bacheliers qui y seront affectés. À partir de 2023, la Côte d'Ivoire va pratiquer le repos biologique, la fermeture saisonnière de la pêche. L'annonce a été faite récemment par Sidi Touré, le ministre des Ressources animales et halieutiques. C'était à l'issue d'une rencontre d'échange avec la ministre ghanéenne de la pêche. Dangui Dangui nous en parle dans moins de 10 minutes. La Chine annonce l'annulation de 23 prêts contractés par 17 pays du continent. Ces prêts étaient arrivés à échéance à la fin de l'année 2021. La Chine a décidé tout simplement de les annuler sans aucune précision ni sur les montants ni au sujet des pays concernés par cette annulation de dette. On en parle en fin de journal. C'était une rencontre attendue. Elle s'est tenue hier mardi. Les fondateurs d'universités privées et grandes écoles ont échangé avec le ministre de l'Enseignement supérieur. Il a été notamment question des résultats de l'évaluation de ces établissements et l'homologation des diplômes qui y sont délivrés. Sephora Zegui a pu assister pour nous à cette réunion. Voici son compte-rendu. De nouvelles décisions dans l'enseignement supérieur et la recherche scientifique. Face aux fondateurs de grandes écoles et universités privées, Adama Diawara annonce des réformes. Le privé absorbe 45% des bacheliers. Il était donc primordial d'évaluer ces établissements pour garantir un enseignement de qualité. Je pense que le ministre nous a donné toutes les informations nécessaires. Il y a eu une transparence concernant l'évaluation. Il nous a expliqué à peu près comment l'évaluation s'est faite. Sans langue de bois, Adama Diawara a été formel avec les fondateurs d'écoles. Ils devront se conformer désormais aux normes établies par l'État de Côte d'Ivoire. Processus d'évaluation qui est basé sur 5 segments. D'abord, la qualité des infrastructures, ensuite la qualité des équipements, ensuite la gouvernance et ensuite l'animation pédagogique et pour terminer, les rendements. Quand je dis rendement, c'est à la fois rendement interne, c'est-à-dire les résultats des apprenants qui sont dans le dispositif, notamment les résultats au BTS, et également les rendements externes, c'est-à-dire le taux de placement en stage et surtout le taux d'insertion professionnelle. Et également leur expliquer comment sera calculé le quota de bacheliers affectés dans leur établissement à partir de leur note d'évaluation. Hormis l'évaluation, d'autres points importants abordés, surtout l'épineuse question de l'homologation des diplômes délivrés par le privé. Quand un promoteur veut ouvrir un établissement privé, on va lui demander d'avoir l'arrêté de création, ensuite l'arrêté d'ouverture. Et cet arrêté d'ouverture ira de pair avec l'accréditation de l'offre de formation, donc l'homologation de tous les diplômes qui sont délivrés par l'établissement. Mais en attendant, cette année, pour éviter ce genre de problème, ce que nous avons décidé, c'est que pour chaque établissement autorisé, nous allons donner la liste des filières autorisées. Et pour chacune de ces filières autorisées, les diplômes qui sont obtenus au bout par les apprenants sont systématiquement homologués. Donc il faut que les établissements prennent contact avec la direction de l'enseignement supérieur pour remplir les critères d'homologation des diplômes qui sont délivrés. Donc il ne sera plus question d'avoir l'autorisation d'ouvrir une filière sans que le diplôme qui est délivré au bout du tunnel soit homologué. Et cela dit, j'ai été clair avec tout le monde, les apprenants qui sont affectés par l'État dans les universités privées, c'est pour faire une licence professionnelle en 3 ans avec possibilité d'une année de redoublement, pas plus. Tout en étant en formation initiale, parce que dès que l'étudiant bascule en formation continue c'est terminé, l'État ne finance plus. Et également, quand un apprenant ou si vous voulez un bachelier affecté dans une grande école privée, c'est pour faire le BTS en 2 ans. Si possible, ce qu'on peut tolérer, c'est une année de redoublement, pas plus. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique annonce également que le BTS, brevet de technicien supérieur, est en cours de réforme. Les filières qui n'ont pas de débouchés seront supprimées et de nouvelles plus porteuses d'emploi verront le jour. Désormais, les soutenances pour le BTS seront soumises à conditions. Les étudiants seront avertis à temps. Nous sommes en train de voir s'il faut appliquer l'ancienne formule ou s'il faut déjà commencer à appliquer la nouvelle formule, comme je l'ai dit, qui va consister à donner à l'étudiant ou candidat, si vous voulez, 3 notes. Une première note qui est attribuée par son enseignant encadreur dans son établissement d'origine, une seconde note qui est donnée par le maître de stage dans l'entreprise où l'étudiant fait son stage, et une troisième note qui sera donnée à partir
du résumé que l'étudiant fera de son mémoire de BTS en 1 heure. Cette année, les bacheliers vont choisir eux-mêmes leur établissement d'accueil. Les résultats des préinscriptions en ligne dans les universités publiques sont disponibles depuis 18h ce mardi 23 août. La rentrée unique des universités et grandes écoles publiques comme privées est fixée au lundi 3 octobre 2022. Et là, il est question d'enseignement supérieur, mais avant l'université, on fait nos premiers pas au cycle scolaire et même le préscolaire. C'est donc un bonheur pour les tout-petits de Tiongofoloka. Ils viennent de bénéficier de leur toute première école maternelle pour le bonheur donc des populations de cette localité du département de Sinématiali dans la région du Poro. La correspondance d'Ami Sissoko. Ils sont âgés de 3 à 5 ans, c'est tout petit au nombre de 50. C'est cette toute nouvelle école maternelle qui va leur offrir leur toute première expérience scolaire à Tiongofoloka, village situé à 5 km de Sinématiali dans le Poro. Baptisée école maternelle Fidel Sarasoro, du nom du ministre directeur de cabinet du président de la République et député de Sinématiali. C'est le dos de la plateforme des amis de Fidel Sarasoro. Un ensemble d'élus et cadres unis pour la promotion des actions de développement. Monsieur le ministre directeur du cabinet, au-delà de l'inauguration de l'école maternelle Fidel Sarasoro, nous sommes venus vous témoigner notre admiration, notre attachement à votre vision de l'excellence. Homme discret, fidèle et loyal au président de la République Alassane Ouattara, nous sommes à votre école. Nous, amis de Fidel Sarasoro, nous nous tenons à vos côtés pour les défis futurs. Pour joindre l'utile à l'agréable, le parrain de la cérémonie, Jacques Assaoré Konan, directeur général du Trésor public, offre près d'une centaine de tables-bancs. Je m'associe à ce élan en offrant à la nouvelle école ces quelques tables-bancs pour permettre à nos enfants d'aborder la rentrée à venir avec plus de sérénité. La direction régionale de l'éducation nationale et le député de Sinématiali, Fidel Sarasoro, expriment leur reconnaissance aux donateurs quant à l'amélioration des conditions d'apprentissage de ces tout-petits et celle du travail de leurs encadreurs. Un acte qui s'inscrit dans le prolongement des actions du gouvernement. Imaginez ce que ces 3 classes vont produire comme intellectuels, comme hommes de valeur demain. C'est pour cela que ce que nous faisons aujourd'hui est tellement important à l'échelle de la nation pour le futur, que je voudrais dire merci aux initiateurs. Et sachez que ce mot merci est rempli de symboles et de valeurs. La plateforme des amis de Fidel Sarasoro ont aussi réhabilité un logement de maître. Ils prévoient d'autres actions de développement dans le Poro. La Côte d'Ivoire et le Ghana envisagent de renforcer la sécurité et la cohabitation pacifique dans leurs espaces frontières communs et les lignes bougent dans ce sens. Des commissions techniques mixtes sont installées depuis hier pour contribuer à la matérialisation des frontières terrestres et maritimes. C'était à l'auditorium de la primature au Plateau. Le ministre de l'Intérieur y représentait le Premier ministre Patrick Achi. Walter Amadou Ouattara, lui, y représentait la RTI. Gestion des frontières Ghana-Côte d'Ivoire. 33 membres et 2 présidents composent ces 2 commissions mixtes aujourd'hui installées. C'est un cadre officiel chargé de plusieurs questions, entre autres la mise en œuvre des décisions du tribunal international du droit de la mer, le renforcement de la cohésion aux frontières communes. Les présidents des commissions expriment leurs intentions. Côte d'Ivoire en Ghana, which is very fundamental so far as nous avons l'intention et la détermination de travailler en sorte que ces projets réussissent. Au-delà de la simple délimitation des frontières, il y a également la question des actions sociales que nous pouvons mener auprès des populations qui sont au niveau des frontières, écoles, centres de santé, pour pouvoir les aider. Ça fait partie des réflexions que nous devons mener. La rencontre d'Abidjan s'inscrit donc dans le sillage de la consolidation et du renforcement des relations d'amitié entre nos 2 États et des liens séculaires de fraternité qui unissent nos 2 peuples.
Le représentant de l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne, pays qui soutient ce programme, traduit les encouragements de sa chancellerie en Côte d'Ivoire. J'encourage vivement vos deux États, qui sont déjà très avancés dans le processus de ratification de la Convention de Niamey sur la coopération transfrontalière, à aller jusqu'au but, afin de faciliter l'entrée en vigueur de cet outil d'intégration locale. Au nom du Premier ministre, Patrick Hachi, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, exhorte les membres qui composent les commissions mixtes à mettre l'accent sur la quiétude entre populations riveraines. Mesdames et messieurs, vous qui avez le privilège et l'honneur de siéger au sein de ces deux importantes commissions, je vous exhorte à un plein engagement dans la mission qui vous est assignée. Pour préserver la paix et la cohésion sociale en nos deux pays, il est indispensable de connaître les limites exactes de nos territoires. Cependant, la détermination des limites de nos territoires respectifs ne devrait en aucun cas apparaître comme un mur entre nos peuples, mais plutôt comme un pont qui permettra d'assurer la sécurité, de maintenir la paix et de renforcer la cohésion sociale. Depuis le mois de février 2022, la Commission des frontières du Ghana et la Commission nationale des frontières de la Côte d'Ivoire ont entamé des échanges en vue du démarrage de ce processus devant aboutir à la résolution complète des problèmes identifiés le long de l'espace frontalier commun. Un reportage de Walter Amadou Ouattara et Adama Kéré. Et je vous le disais en titre, à partir de l'année prochaine, ce sera repos biologique en Côte d'Ivoire, la fermeture saisonnière de la pêche. Le ministre des Ressources animales et halieutiques l'a annoncé récemment à l'issue d'une séance de travail avec la ministre ghanéenne de la pêche. Séance de travail à laquelle a pris part notre équipe de reportage avec Dangui Dangui et Soro Abou. Renforcement de la coopération en matière de recherche halieutique, collaboration pour avoir une position commune lors des rendez-vous internationaux sur la pêche, fermeture régionale saisonnière des pêches, sur toutes ces questions au menu de leur séance de travail, la Côte d'Ivoire et le Ghana sont en phase. Elle pense que la lutte contre la pêche illégale est une question majeure pour laquelle les deux pays doivent fortement collaborer. Et donc, en un mot, il faut renforcer la lutte contre la pêche illégale dans le cadre de la coopération entre le Ghana et la Côte d'Ivoire. Dans la foulée, Sidi Touré a annoncé le repos biologique, c'est-à-dire la fermeture momentanée de la pêche en Côte d'Ivoire pour 2023. En matière de pêche, en tout cas, c'est que la ressource est partagée. C'est-à-dire le poisson que vous voyez dans nos eaux sur le littoral n'est pas exclusivement dédié à la Côte d'Ivoire puisqu'il voyage. Et donc, il nous faut avoir dans ce genre de situation une stratégie commune pour pouvoir adresser toutes les problématiques qui se retrouvent dans nos différents eaux. Nous avons parlé au cours de nos échanges de la problématique de la pêche illicite où il y a fortement besoin de prendre des décisions communes et mener des patrouilles conjointes pour pouvoir adresser le sujet. La Côte d'Ivoire et le Ghana ont convenu de collaborer sur bien d'autres fronts, notamment sur le front de la lutte contre la piraterie maritime et la réactivation des programmes de recherche communs. Et toujours dans le cadre de la protection de ces poissons, la Côte d'Ivoire a célébré pour la toute première fois la journée internationale pour la conservation de l'écosystème de la mangrove. Journée célébrée par la FAO et ses partenaires. La FAO, c'est l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Lieu choisi, le village de Niéga dans le département de Sassandra. Reportage Sam Conan, notre correspondant dans le Bas-Sassandra. Selon des études menées par des experts de 2000 à 2020, la Côte d'Ivoire a perdu 10% de sa superficie de mangrove, soit 1000 hectares. Une perte essentiellement due à la création des plantations, à la construction de routes et à la coupe de bois pour fumer le poisson. La FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et ses partenaires mènent des actions de sensibilisation pour freiner la disparition de la mangrove. D'où cette journée internationale de la conservation de l'écosystème de la mangrove célébrée à Niéga.
un village du département du Sassandra qui, contrairement aux autres, préserve encore ses arbres de l'eau. Ici à Niéga, le mangrove est interdit d'être coupé pour faire le fagot. Depuis la nuit des temps, nos grands-parents n'ont jamais coupé ça. Non, nous préservons parce que les mangroves permettent aux poissons de pondre. Et c'est à travers ça aussi que les poissons deviennent plus beaucoup dans la lagune. Là où cette sauvegarde a été faite et réussie, nous voulons venir aujourd'hui leur faire remarquer et les encourager à continuer à mener cette sauvegarde. Derrière moi, vous voyez, c'est la mangrove qui est là. C'est des zones de frayeur pour les poissons. Si nous voulons avoir une pêche durable, il faut conserver effectivement la mangrove. La mangrove capte le CO2 qui permet de lutter contre le réchauffement climatique. Le préfet des régions Koulibaly Lamine, qui présidait cette cérémonie dédiée à la sauvegarde des mangroves, a invité les populations des autres villages du littoral à faire comme Niéga, car 80% de ces poissons dépendent de ces mangroves. Hier, dans le Bouaké, la pluie a fait mal. La forte pluie qui est tombée a causé d'importants dégâts matériels, laissant les populations en détresse, des commerçants dans le désarroi, leurs marchandises emportées par les eaux. Un centre de santé a même été entièrement inondé. On voit cela avec Soro Corona de la station régionale RTI Bouaké. Bouaké, scène de désolation au centre SAS. Des bureaux de ce centre de santé pour la prise en charge des personnes vivant avec le VIH-Sida sous les eaux. Nos bâtiments techniques ont été inondés. Nous avons dû enlever tous nos dossiers, sinon on les aurait tous perdus. On en a perdu quelques-uns. Alors nous interpellons les autorités de la ville pour qu'ils viennent voir ce qui se passe. Sinon, ça va être catastrophique à l'avenir. Au quartier Broukro-Bankou, le magasin de Grâce Koulibaly comme plusieurs autres commerces se sont écroulés. Ne sachant pas quoi faire, les sinistrés s'en remettent à Dieu. Je suis venu constater les faits, les dégâts. En tout cas, les marchandises à beaucoup sont parties. Mais ils rendent gloire à Dieu comme au moins il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de morts. Tout près de là, une maison s'est écroulée à moitié. Les occupants étaient absents lors de notre passage. Le pont qui relie le quartier Broukro au centre-ville n'a pas résisté face aux eaux de ruissellement. Ça a inondé le pont. Quand le pont est inondé maintenant, l'eau a pris tout le terrain. Ça fait beaucoup de dégâts, quoi. Depuis la matinée du 22 août, plusieurs rues de la commune de Bouaké sont sous les eaux. La circulation est quasiment impossible à certains endroits. Au niveau des rails du quartier Koko, la route est complètement envahie par les eaux. Il faut s'armer de courage pour tenter la traversée. C'est le lieu d'interpeller les populations d'éviter de réaliser dans les bas-fonds et sur le passage d'eau. Il faut donc quitter toutes les zones à risque. Merci à vous, Corona Soro. La RTI et la FIF viennent de signer une convention de partenariat sur la diffusion des matchs de Ligue 1, de Ligue 2 et des playoffs de la 3e division. La Fédération de football a fait le choix de la meilleure chaîne de télévision pour la retransmission de ces rencontres. Un partenariat signé pour les 4 prochaines saisons. Moya Bidiabaté, Oda Legbe, RTI Sport. Le contrat de partenariat entre la Fédération ivoirienne de football et la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI se poursuit. Ce mardi 23 août 2022, les deux structures ont paraphé l'accord de partenariat à long de la saison 2022 à 2026. C'est pourquoi le président de la Fédération ivoirienne de football, Yacine Idriss Diallo, a exprimé toute sa satisfaction à la suite de la signature de ce partenariat. La RTI est une institution nationale de service public et c'est pour ça qu'elle a des problèmes parce qu'on lui demande de tout faire, on ne lui donne pas les moyens, je sais de quoi je parle. La RTI doit permettre à tous les Ivoiriens, où qu'ils soient au monde, de suivre les activités de notre pays. Cette mission est une mission difficile. Nous devons donc tirer le chapeau à monsieur le directeur général et à toutes ses équipes qui au quotidien se battent pour rendre, je dirais, l'image de notre pays la plus belle possible au plan national et au plan international. Nous avons souhaité nous rapprocher de la RTI pour nouer un partenariat win-win. Ainsi, cette convention de partenariat porte sur la production et la diffusion des matchs de la Ligue 1,
la Ligue 2 et des play-offs de la D3 sur les antennes du groupe RTI lors des 4 prochaines saisons sportives. Ce qui explique toute la satisfaction du directeur général de la RTI, Fousseni Dombélé. Nous avons un très bon partenariat et la RTI va s'engager à respecter scrupuleusement ses engagements et faire en sorte que la FIF sache qu'elle a un partenaire solide, crédible pour le développement du football dans notre pays. La FIF et la RTI se félicitent de la signature de ce partenariat qui confirme l'excellente relation entre les deux entités. La RTI, chaîne citoyenne qui est aussi active depuis plus de 2 ans aujourd'hui dans la lutte contre le coronavirus. Le coronavirus qui a fait à ce jour 817 décès en Côte d'Ivoire, 817 morts pour 86 511 cas confirmés depuis le début de la pandémie. Et même hier, les autorités sanitaires ont encore enregistré des cas, 52 nouvelles contaminations précisément. À l'échelle du monde, les chiffres grossissent chaque jour un peu plus. Ce sont 6,46 millions de vies humaines qui ont été emportées par le virus. Les jeunes du quartier Sikoji de Koumassi viennent d'organiser une opération de distribution de kits d'accouchement aux nouvelles mamans de la commune. C'était à l'hôpital général, établissement qui a aussi bénéficié de matériel d'hygiène. Une action de haute portée sociale qui a réjoui les autorités sanitaires et communales, comme nous le rapportent Frédéric Oulaye et Sephora Zegui. Maternité de l'hôpital général de Koumassi. Ce matin, c'est un soulagement pour ces femmes qui viennent fraîchement de mettre au monde un bébé. Elles ont reçu des kits d'accouchement. J'ai accouché d'une fille hier et aujourd'hui, ce matin, j'ai reçu un don de la FAGS. Donc nous les remercions beaucoup pour ce don. Ça va m'aider à ne pas payer un trousseau pour laver le bébé puisqu'il y a déjà tout en fait, le nécessaire. Cette action de bienfaisance marque la première édition du Chic Oji, une initiative portée par la Fédération des associations des jeunes de Sikoji dans la commune de Koumassi. Nous sommes venus faire ce don-là pour non seulement célébrer la vie, mais aussi encourager nos mamans, ces mamans qui souffrent en donnant naissance à ces enfants. Donc c'est un peu ces différentes raisons qui nous ont poussés à poser cet acte. Le directeur départemental de la santé et le représentant du maire ont traduit leur fierté à la fédération. Ils ont ensuite exhorté la jeunesse à s'engager dans de telles œuvres caritatives. C'est un geste qui vient en appui de l'effort que déjà le gouvernement fait. Donc nous sommes extrêmement fiers de cette jeunesse. La FAGS et la mairie regardent dans la même direction, à savoir permettre à nos populations de vivre dans les meilleures conditions, de vivre heureuses et surtout en bonne santé. Promouvoir la cohésion sociale et la solidarité au service de l'excellence, c'est l'objectif que s'est fixé cette fédération. Une action de bienfaisance qui ouvre officiellement la série d'activités en faveur des populations pendant ces vacances scolaires. Le reportage de Vao Klao, Sephora Zegui et Frédéric Oulaye. La place et le rôle des mutuelles dans le développement local ont été précisés aux acteurs des 62 villages de Niakara, région du Hambol. Sensibilisation à travers une conférence publique animée par le président du conseil d'administration du conseil du café cacao, une initiative pour tenter d'insuffler une nouvelle dynamique aux mutuelles de développement du département. Léon Brokwame, RTI Boaké. Face au corps préfectoral, aux chefs coutumiers, aux cadres, aux présidents de jeunes et de femmes pour dire la place de la mutuelle dans le développement de chacun des 62 villages du département de Niakara, le président du conseil d'administration du conseil Café Cacao présente l'outil comme la mairie ou le conseil régional, à la différence que la mutuelle n'est dotée de fonds publics. Les facteurs déterminants de réussite de la mutuelle. Les deux piliers centraux, il y a la volonté et la disponibilité. Très souvent, on croit que c'est une affaire de finances, mais en réalité, la première ressource, c'est les ressources humaines. Au niveau local, j'ai défini 18 acteurs majeurs
qui doivent être pris en compte. Le conférencier exhorte aussi à des projets bancables et recommande pour cela une organisation apolitique et inclusive qui favorise l'unité, la cohésion et la paix, mais surtout le partenariat avec les entités décentralisées et les structures d'aide au développement. Des leçons pour les présidents de mutuelles. Il faut faire participer toutes les couches sociales au niveau de nos mutuelles. Il faut que nous nous sacrifions pour nos parents. Nous partons d'ici vraiment satisfaits et nous ferons bénéficier également nos industries afin qu'ensemble nous puissions voir comment aller beaucoup plus loin. S'il n'y a pas de cohésion, on ne peut pas construire. Donc le message essentiel, c'est de vraiment se mettre ensemble et d'avancer. Cette sensibilisation sur les mutuelles de développement, une initiative du préfet Matene Ouattara, parrainée par le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, le général de corps d'armée Alexandre Apalo Touré, cadre de Niakara. Venons-en maintenant à cette formation de chefs traditionnels. Une centaine de chefs du département de Botro dans la région de Botro ont été instruits sur la doctrine de la police de proximité, une initiative de la préfecture de police de Bouaké pour faire connaître aux chefs cette nouvelle manière de gérer la sécurité. On retrouve Soro Corona. La doctrine de la police de proximité au centre d'un atelier de formation dans le département de Botro. Les participants à cette session de renforcement de capacité, les chefs de canton et des tribus. Une initiative de la préfecture de police de Bouaké. Ces garants des us et coutumes reçoivent des outils nécessaires pour prévenir, anticiper et gérer les conflits communautaires. Faire asseoir à travers ce séminaire tous les acteurs et de les former sur la coproduction de la sécurité. De faire en sorte que ces deux grands acteurs de la mise en œuvre de la doctrine comprennent la nécessité de regarder ensemble dans la même direction. Les techniques de dénonciation des faits et personnes suspectes, de collaboration avec les forces de défense et de sécurité mises à la disposition des participants. Les têtes couronnées s'engagent à travailler pour la promotion et la mise en œuvre effective de la doctrine de la police de proximité. Je leur dis de ne pas avoir peur de la police et de la gendarmerie et qu'ils voient de venir me dire, si vous venez que je suis seul, vous rentrez chez moi et puis vous me parlez de ce qui ne va pas. Mais si je suis avec un ou deux, retournez-vous. Si on a une information dans un village ou bien dans une localité donnée, on doit la partager à la police, mais discrètement. Il ne faudrait pas que vraiment on partage à plusieurs personnes avant d'aller donner l'information à la police ou à la gendarmerie. Cette action est soutenue par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. L'initiative a pour objectif de prévenir la résurgence des conflits latents, d'une part, et aussi les conflits asymétriques, l'extrémisme violent, le terrorisme qui donc se passe dans la sous-région ouest-africaine. Cette session de formation va concerner plus de 800 leaders d'opinion du département de Botro. La doctrine de la police de proximité est en expérimentation en Côte d'Ivoire depuis quelques années. On était donc à Botro, dans la région de Bouaké, au centre de la Côte d'Ivoire. La 6e édition de Yop Reggae Festival démarre demain, 25 août, à Yopougon, au nord d'Abidjan. Le commissaire général du festival a fait quelques précisions dernièrement face à la presse. Des experts et des acteurs culturels traiteront, selon lui, de la question de la monétarisation de la musique numérique et du respect du droit d'auteur en Côte d'Ivoire. Reportage est Souleymane Donisongou dans un commentaire de Lanciné Bakayoko. Abidjan va vivre au rythme de la musique de Bob Marley avec le Yop Reggae Festival. Rendez-vous culturel qui consacre la capitale du reggae en Côte d'Ivoire, en dehors de Kingston, en Jamaïque. Le Yop Reggae Festival 6 aura lieu du 25 au 28 août à la place CP1 de Yopougon. Et la thématique qu'on a choisie cette année est économie numérique et industrie culturelle. Quel impact sur le développement artistique? 4 jours de concert reggae avec une part belle réservée aux artistes en herbe. Justifiant le choix du thème de cette 6e édition, le commissaire général donne quelques détails du programme. Avec l'évolution de la nouvelle technologie, le monde même de la culture est en mutation. Aujourd'hui, c'est sur des plateformes de téléchargement en ligne via l'Internet. Aujourd'hui, on peut se vendre. Le vendredi 26 et samedi 27, on sera sur la place CP1 de Yopougon, où en journée,
en partenariat avec le ministère de la Santé. Et encore, on a la pandémie de la Covid qui est en train de revenir, comme le disent les autorités. Donc, on invite tout un chacun à venir faire son vaccin. Et dans la soirée, comme d'ordinaire, ça sera la partie des concerts live. Institué depuis 2016, le Yop Reggae Festival est un cadre de réflexion et de promotion de la musique reggae. Cette édition est prévue du 25 au 28 août 2022 à Yopougon, avec les grandes têtes d'affiche ivoiriennes en attraction. Il y a Yop Reggae Festival, mais il y a aussi Wozo Vacances. Wozo Vacances, vous connaissez, et ce serait difficile de rencontrer une seule personne dans ce pays qui ne saurait pas ce que c'est. Cette émission culturelle de jeu et de distraction par excellence de la RTI qui fait le bonheur des enfants de 3 à 15 ans. La grande finale de l'édition 2022, c'est ce mercredi même. Le coup d'envoi sera donc donné tout à l'heure, dès 14h, en direct sur votre chaîne préférée. Mais avant, nous avons Tata Naomi en direct dans ce journal depuis le Palais de la Culture de Treichville. Alors, Tata, quelle est l'ambiance sur place à quelques minutes de cette grande finale? Nous avons Tata Naomi. Tata Naomi n'est pas avec nous, malheureusement. Merci en tout cas à vous. Merci à vous et à toute l'équipe de production qui vous aide à faire autant plaisir à ces milliers d'enfants. Et c'est uniquement sur RTI 1 que ça se passe. Ce sera à partir de 14h, comme je l'ai dit tout à l'heure. On va refermer ce journal avec l'actualité internationale. À l'occasion donc d'une réunion de coordination de la coopération sino-africaine le 18 août dernier, le ministre des Affaires étrangères chinois Wang Yi a rappelé les engagements de la Chine sur le continent et loué les secteurs de la coopération avec l'Afrique tels que la santé, l'énergie ou la sécurité alimentaire. Le ministre a également annoncé l'annulation de 23 prêts du continent, 23 prêts contractés par 17 pays du continent. Ces prêts étaient arrivés à échéance à la fin de l'année 2021. La Chine a donc décidé tout simplement de les annuler sans aucune précision ni sur les montants ni au sujet des pays concernés par cette annulation de dette. Nous allons terminer ce journal pour de vrai cette fois. La guerre en Ukraine qui dure depuis maintenant 6 mois et l'Union européenne est aux premières loges. Elle a affirmé son soutien à l'Ukraine et pris des sanctions sans précédent face à la Russie. Le président du Conseil, Charles Michel, affirmait mardi 23 août lors du forum sur la Crimée organisé par Volodymyr Zelensky que l'Union européenne avait dit haut et fort dès les premiers jours du conflit que l'Ukraine appartenait à la famille européenne. Les Européens ont annoncé dès le premier jour que les sanctions contre la Russie seraient massives et elles n'ont cessé de se renforcer. Ce journal est terminé. Merci de votre confiance. On se retrouve demain. Je serai là dès 13h.